Voilà, bonjour à tous, merci de participer à cette visioconférence qui est organisée en partenariat avec le Conseil départemental d'accès au droit, le CDAD des Pyrénées-Atlantiques. Nous allons donc évoquer les dossiers en relation avec les problématiques liées à l'accueil des gens du voyage et je laisse la parole à Maître Garcia pour cette première partie de présentation. Je vous remercie. Bonjour à tous. Effectivement, la problématique des gens du voyage, de leur accueil, de leur installation est très importante dans notre département. Personnellement, justement, actuellement, j'ai deux dossiers concernant des stationnements illicites de gens du voyage sur la plaine de Naï à Assat. Donc là, j'interviens pour la communauté de communes. Et aussi dans le cadre d'une installation illicite chez une personne privée, puisque les personnes privées sont elles aussi malheureusement atteintes par cette problématique cela est vrai, et vous le savez en tant que maire, est très difficile à régler, à solutionner. Mon exposé aura pour objectif d'essayer de vous aider à régler ce genre de problème qui n'est pas facile de régler. Alors, tout d'abord, une vue d'ensemble sur cette situation des gens du voyage dans les Pyrénées-Atlantiques. Tout d'abord, concernant l'appellation gens du voyage, c'est une dénomination administrative qui désigne une population qui réside en abri mobile terrestre. Donc ça, c'est la définition administrative on est obligé de définir cette appellation, puisque la loi de 2000 qui régit l'installation des gens du voyage parle de cette dénomination gens du voyage. En droit français, il existe un principe d'interdiction des statistiques ethniques. Il n'y a pas donc d'indicateur ethno-raciaux qui soit diffusé par la statistique publique. Dans les Pyrénées-Atlantiques, il y a environ entre 2800 et 3000 personnes, soit à peu près 1 millier de ménages qui vivent dans notre département. C'est une source de la préfecture que l'on retrouve dans le schéma départemental 2020-2026, schéma départemental dont je vous parlerai aussi dans un instant. Concernant la localisation des gens du voyage dans le département. Ce qui est intéressant, c'est que les gens du voyage sont surtout localisés dans le secteur du Béarn, notamment dans le secteur palois, puisqu'il y a à peu près 1700 à 2000 gens du voyage sur Pau, dans les environs de Pau. Plaine de Naï, il y a à peu près 200, Oloron 200, la Cortèze de 300 à 350, et sur la côte basque, beaucoup moins, 300 à 400. Alors, je pense qu'on peut l'expliquer par la proximité pour Pau, du Béarn, de Lourdes, où il y a beaucoup de rassemblements de gens du voyage. Concernant les lieux d'habitation, ils sont majoritairement en zone urbaine ou périurbaine. L'errance, c'est-à-dire le fait de circuler avec une caravane, est le premier mode d'habitation. En 2019, c'est les dernières statistiques que j'avais, il y avait une centaine de caravanes en stationnement illicite dans le 64. Je pense qu'il y en a plus actuellement, parce que déjà concernant le dossier que j'ai à Assat et la personne privée, j'en ai quasiment 50. Donc à mon avis, il y en a déjà beaucoup plus. Il y aurait 500 personnes qui sont sédentarisées sur les aires d'accueil, ce qui pose problème aussi, puisque la grosse problématique, c'est que les aires d'accueil sont saturées, ce qui explique aussi parfois des stationnements illicites. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, il existe, et c'est la loi de 2000 qui l'impose, un schéma départemental concernant les gens du voyage. Chaque département doit mettre en place ce qu'on appelle un schéma départemental concernant la gestion des gens du voyage.
concernant donc leur accueil, leur circulation, leur insertion dans la société. Ce qui est flagrant, c'est que dans le dernier schéma départemental, qui est de 2020, qui traite de la période 2020 à 2026, il est bien indiqué que les objectifs du précédent schéma, qui allait donc jusqu'en 2019, n'avaient pas été atteints. Sur les Pyrénées-Atlantiques, on peut compter 5 aires d'accueil, 5 aires de passage, la dernière en date créée, celle de l'Escar en 2021, et 8 terrains familiaux. Les collectivités, dont vous êtes les représentants, ont une obligation d'accueil. Et c'est pour ça qu'il existe ce schéma départemental. Il y a un transfert de compétences qui s'est fait vers les EPCI, les communautés de communes, communautés d'agglomération, avec la loi NOTRe, concernant les terrains familiaux, les aires de grand passage. Mais il y a beaucoup de flou et d'incertitudes pour les communes concernant donc l'application de cette loi. La loi du 7 novembre 2018 a clarifié les compétences et les obligations. Les communes doivent accueillir donc des aires de vie de gens du voyage ou bien contribuer financièrement vers les EPCI pour mettre en place de telles aires d'accueil. Les EPCI donc, ont une obligation de création, d'aménagement, d'entretien, de gestion des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs. Il existe aussi un transfert du pouvoir de police générale des maires ou du président de l'EPCI au préfet, ou lorsque le maire ne s'estime pas en mesure d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique, c'est l'article L 2212-1 du CGCT. Concernant tout d'abord les aires de grand passage, il s'agit d'un équipement de service public spécialement aménagé pour le stationnement et l'accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels. Concernant les terrains familiaux locatifs, ce sont des opérations d'aménagement à caractère privé en vue de l'installation de résidences mobiles à côté de bâtiments en dur destinés à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Concernant les aires permanentes d'accueil, elles reçoivent les gens du voyage en transit et leurs résidences mobiles, leurs véhicules terrestres habitables, conservant des moyens de mobilité et non interdits de circuler par le code de la route. Concernant donc le rôle des EPCI, des intercommunalités. Comme je vous l'ai dit, la loi NOTRe a mis en place de nouvelles compétences des EPCI à fiscalité propre, c'est-à-dire la création, l'aménagement, l'entretien, la gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs. De nouvelles responsabilités en sont nées, la création, l'entretien, l'aménagement de ces espaces, conformément au schéma départemental que je vous ai évoqué. Ce schéma départemental, il est mis en œuvre, il est créé tout d'abord, les deux auteurs, ce sont la préfecture, donc l'État, et le conseil départemental. Concernant les communes de moins de 5000 habitants, et c'est ce qui nous concerne le plus dans le cadre de cette formation, puisque j'ai vu dans la liste des maires qui sont présents qu'il y a beaucoup de maires qui représentent des communes de moins de 5000 habitants. La jurisprudence du Conseil d'État, avant même la loi de 2000, la loi Besson de 2000, avait déjà institué une obligation d'accueil minimale pour les communes concernant les gens du voyage. La loi Besson de 2000 n'impose pas aux communes de créer, mais l'EPCI le peut, à condition que cette commune soit comprise dans le secteur géographique d'implantation prévu par le schéma départemental. L'article 2 de la loi Besson de 2000, concernant les communes qui ne sont pas membres de l'EPCI, oblige donc de créer, d'aménager, entretenir, assurer la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur leur territoire ou les financer. Il est possible aussi de conclure une convention avec d'autres communes ou EPCI compétents. Alors, concernant la compétence du maire issue de l'article 9 de la loi Besson de 2000.
donc le maire d'une commune membre d'un EPCI a la possibilité d'interdire le stationnement hors des aires prévues pour l'accueil des gens du voyage. Tout d'abord, donc, si sont respectées les obligations prévues par la loi de 2000 sur l'accueil des gens du voyage, c'est-à-dire si le schéma départemental a été mis en œuvre et s'il a été respecté, sauf si effectivement on a un délai supplémentaire de 2 ans pour mettre en œuvre ce schéma départemental, s'il y a un emplacement provisoire qui a été agréé par le préfet, si le PCI est doté d'aires ou de terrains d'accueil sans que les communes membres soient inscrites au schéma départemental, si le PCI a décidé sans y être tenu de contribuer au financement d'aires ou terrains sur le territoire d'un autre PCI, et si la commune est dotée d'une aire ou de terrain conforme aux prescriptions du schéma départemental, même si le PCI auquel elle appartient ne satisfait pas à l'ensemble de ses obligations. Alors, concernant le maire d'une commune non membre d'un EPCI compétent, donc il peut interdire le stationnement hors des aires s'il y a respect des obligations qui sont prévues par la loi donc de 2000, la loi Besson, dans le cas du délai supplémentaire de 2 ans, s'il y a un emplacement provisoire agréé par le préfet, si donc la commune est dotée d'aires ou de terrains d'accueil sans être inscrite au schéma départemental, et si, sans y être tenue, la commune décide de contribuer au financement d'aires ou de terrains sur le territoire d'un autre EPCI. Alors, concernant la compétence du maire, issue de l'article 9 de la loi Besson de 2000, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut bien distinguer les pouvoirs du maire selon que la commune ou le PCI a respecté les obligations du schéma départemental ou bien s'il n'y a pas de respect du schéma départemental par le PCI ou la commune. Le maire, donc, dans le cas du stationnement effectué en violation d'un arrêté d'interdiction pris par le maire. Le maire, le propriétaire, le titulaire du droit d'usage du terrain occupé, c'est-à-dire une personne privée, peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. C'est-à-dire, si le maire d'une commune qui fait partie donc d'un EPCI qui respecte le schéma départemental d'accueil des gens du voyage, a la possibilité de prendre un arrêté d'interdiction de stationnement à l'encontre donc de gens du voyage qui... Attends, Minou, mais je redescends, hein. À l'encontre de gens du voyage qui veulent s'installer de manière illicite. Parce que j'ai le téléphone. Si malgré donc cette interdiction, donc les gens du voyage se sont installés, donc le maire a la possibilité de demander au préfet de mettre en demeure donc les occupants illicites de quitter les lieux. Donc, à condition que le stationnement donc, porte atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publique, donc cet arrêté du préfet doit être notifié aux occupants sans droit ni titre. Ensuite, donc, les occupants sans droit ni titre ont la possibilité de faire un recours devant le tribunal administratif à l'encontre de cet arrêté, dans un délai de 24 heures de la notification de l'arrêté du préfet. Le tribunal administratif qui statue en référé a un délai de 48 heures pour statuer. Et si le tribunal administratif rejette la requête, eh bien, dans ce cas, eh bien, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des gens du voyage qui se sont installés de manière illicite. Je vous ai fourni donc dans mon PowerPoint une ordonnance du tribunal administratif de Pau de juillet 2023 qui concerne donc une commune des Landes, Saint-Géour-de-Marennes, qui donc quand même est très illustratif donc de la façon de procéder lorsqu'un maire est mis face à une occupation illicite par des gens du voyage.
mais à condition que le PCI auquel appartient la commune respecte les obligations du schéma départemental. Là, ici, la commune de Saint-Géour-de-Marennes, donc le maire de la commune de Saint-Géour-de-Marennes avait pris donc un arrêté d'interdiction de stationner concernant donc des gens du voyage qui s'étaient installés de manière illicite. Les gens du voyage donc, leur association avait fait un recours à l'encontre donc de l'arrêté du préfet qui avait été pris à la demande donc, du maire. Et donc le tribunal administratif a statué donc, le 10 juillet 2023 en référé, en rejetant donc, la requête des gens du voyage qui avaient contesté l'arrêté du préfet. Il est bien indiqué donc, dans le jugement que la communauté de communes, alors là c'est la communauté de communes de Marennes-Adour, Côte-Sud, dans les Landes, satisfait à ses obligations au regard de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et du décret donc, du 5 mars 2019. Ainsi, le maire de Saint-Géour-de-Marennes a pu légalement prendre un arrêté le 1er juillet donc, 2016 portant interdiction de stationnement des gens du voyage sur le territoire de sa commune en dehors des terrains réservés à cet effet, sur lesquels s'est fondé l'arrêté contesté de la préfète des Landes en date du 26 juin 2023, portant mise en demeure de quitter les lieux. Donc vous voyez, l'interdiction de stationnement était ancienne. Elle avait pu être prise tout simplement parce que le PCI dont fait partie la commune respecte les obligations du schéma départemental des Landes. Et dans ce cas, donc, le préfet avait pu prendre un arrêté de mise en demeure de quitter les lieux à l'égard des gens du voyage qui s'étaient installés de manière illicite. Ils avaient fait un recours dans les 24 heures. Le juge des référés a rendu sa décision, une ordonnance qui a rejeté ce recours. Et ensuite, donc, la mise en demeure est devenue exécutoire, puisque le recours dans les 24 heures à l'encontre de la mise en demeure du préfet est suspensif. Eh bien, à la suite de cela, donc, la mise en demeure est devenue exécutoire. Et l'avantage de passer par cette procédure préfectorale par rapport à l'autre que je vais vous expliquer dans un instant, c'est qu'on n'a pas... il suffit donc d'un arrêté préfectoral. Normalement, s'il n'y a pas de recours, on n'a pas besoin d'aller devant le juge administratif pour demander l'expulsion. Attends, je m'en vais. Et l'arrêté préfectoral donc, est exécutoire et permet l'évacuation avec le concours de la force publique. Concours de la force publique aussi qui est problématique et j'y reviendrai dans un instant. Il existe des obligations en matière de domiciliation des gens du voyage aussi. Depuis le 29 janvier 2019, les gens du voyage sont domiciliés à leur demande dans les conditions de droit commun. Ils élisent domicile et renouvellent leur requête chaque année, soit auprès d'un CCS ou d'un CIAS, soit auprès d'un organisme agréé pour 5 ans par le préfet du département. Cette élection de domicile est délivrée gratuitement et leur permet de prétendre au service des prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exercice des droits civils reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité et à l'inscription sur les listes électorales ou au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ce qui peut vous intéresser aussi, c'est la responsabilité des personnes publiques, donc des collectivités, donc des communes ou des EPCI dans le maintien de l'ordre public. Puisque un grand rassemblement, l'installation donc illicite de gens de voyage en nombre, un nombre important de caravanes et de véhicules, de fourgons, donc ça peut effectivement donc créer un trouble à l'ordre public très important. La circulaire du 25 avril 2019 rappelle les consignes de gestion de ces rassemblements. Donc il faut un bon entretien des aires afin d'éviter les refus de stationnement. Il faut une mise en place d'une stratégie régionale de gestion des flux de gens du voyage ou nomination d'un médiateur départemental. Il existe 2 nouveaux dispositifs face aux grands rassemblements. Il existe une obligation légale d'information préalable par les gens du voyage des autorités publiques avant tout stationnement de plus de 150 résidences mobiles.
Et il existe donc un transfert du pouvoir de police général du maire au préfet du département, et ça, c'est possible. Donc, il faut être vigilant afin de ne pas avoir la responsabilité de la collectivité engagée pour une carence dans ses obligations vis-à-vis donc de ces gens du voyage. Quand on lit le code pénal, donc il existe une infraction qui concerne le stationnement illicite des gens du voyage sur un terrain. C'est l'article 322.4.1 du code pénal, qui indique que le fait de s'installer en réunion en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant, toujours pareil, en vertu du schéma départemental. Donc il y a toujours cette référence au respect du schéma départemental. Donc du 5 juillet, en vertu de la loi du 5 juillet 2000, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, ou qui n'est pas inscrite à ce schéma, soit tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain, est puni d'1 an d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation, et ce, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale. Donc, en droit pénal, il existe une possibilité donc, de contrer une installation très importante de gens du voyage de manière illicite, par effraction, sur un terrain, en faisant jouer, donc en appliquant cet article-là du code pénal. Il y a aussi dans le code pénal des articles qui permettent de réprimer des infractions qui peuvent être commises par les gens du voyage, par exemple lorsqu'ils violent la propriété privée, lorsqu'ils dégradent, lorsqu'il y a des vols, lorsqu'il y a des vols d'électricité, des détournements d'électricité ou d'eau. Donc, il y a là aussi des articles du Code pénal qui peuvent être appliqués. Le problème, c'est que est-ce que ces articles-là, est-ce que ces infractions sont poursuivies? Malheureusement, c'est pas souvent le cas parce que l'installation, des fois, elle dure quelques semaines et donc souvent, il n'y a pas de poursuite pénale, mais on y reviendra dans la discussion dans un instant. Un point aussi concernant le droit de l'urbanisme. Concernant l'installation des caravanes, il y a des gens du voyage qui sont propriétaires de leur terrain. Et, moi, j'ai eu des cas de gens du voyage qui s'installaient sur leur terrain, notamment du côté de Lac, ouais. Des terrains qui sont en zone agricole, qui sont parfois en zone Céveso et en zone inondable. Donc, s'installer pour y habiter, c'est quelque chose qui est interdit, qui est une violation du plan local d'urbanisme ou bien du PPRT ou bien du PPRI. Et donc là, il y a une infraction qui est réprimée par le Code de l'urbanisme. Vous le savez certainement, quand on veut installer une caravane pour une durée supérieure à 3 mois par an, en dehors des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs, il faut faire une déclaration préalable au maire de la commune. Et effectivement, si donc des gens du voyage installent leur caravane même sur leur terrain sans faire une déclaration préalable, eh bien, il y a une infraction qui est commise et qui peut être poursuivie par le procureur de la République. Il y a des cas aussi où il y a des constructions qui sont faites en dur sur des terrains agricoles ou dans des terrains inondables. Et là aussi, ce sont des infractions au Code de l'urbanisme qui peuvent être poursuivies, qui sont poursuivies par le procureur de la République, et le tribunal correctionnel est saisi et peut entrer en voie de condamnation à l'égard des gens du voyage qui se sont installés de manière illégale, même sur leur terrain, sur leur propre terrain, puisqu'ils n'ont pas fait de déclaration préalable pour l'installation de leur caravane, ou bien ils ont fait des constructions en dur, contrairement aux règles du PLU ou des actes réglementaires concernant donc la prévention des risques naturels ou technologiques. Alors, concernant donc
l'installation illicite donc de gens du voyage. Donc c'est la problématique à laquelle donc, vous êtes le plus souvent confronté. Comme je vous l'ai dit, donc il y a deux voies possibles. Deux voies possibles. Soit on est dans une commune ou un EPCI qui respecte le schéma départemental. Donc le schéma départemental dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est 2020-2026. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans le schéma départemental, il y a par EPCI donc des objectifs qui doivent être remplis. Malheureusement, donc, la conclusion qui s'est faite lorsqu'on lit l'introduction et les objectifs du schéma départemental 2020-2026, il est bien indiqué que les objectifs du précédent schéma départemental n'ont pas été respectés. Il y a un déficit en matière d'accueil des gens du voyage dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc, si on est dans un EPCI qui respecte le schéma départemental, un petit peu ce que dans l'exemple de l'ordonnance de référé dont je vous ai parlé il y a un instant de juillet 2023, concernant les Landes, vous avez un EPCI, donc c'était à Saint-Jour-de-Marennes, qui respecte le schéma départemental. Dans ce cas-là, lorsque vous avez un EPCI qui respecte le schéma départemental ou une commune qui fait partie de cet EPCI qui respecte le schéma départemental, eh bien dans ce cas, on peut utiliser, pour évacuer donc des gens du voyage qui se sont installés de manière illicite, on peut utiliser la procédure administrative, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire que le maire demande au préfet de prendre donc un arrêté de mise en demeure pour les gens du voyage, donc d'évacuer, c'est une sorte de mise en demeure d'expulsion administrative. Donc les gens du voyage, ils ont un an donc pour 24 heures, une journée donc pour faire un recours. Le tribunal a 48 heures pour statuer. Et si le tribunal rejette, eh bien le préfet peut faire évacuer avec la force publique. Donc ça, c'est possible si on se trouve donc, dans le cadre d'une commune qui respecte le schéma départemental ou un EPCI qui le respecte. Il faut qu'on soit sur le domaine public. Le domaine public, vous le savez, donc c'est un terrain qui fait partie du domaine public est un terrain qui est affecté à l'usage du public. Si on se trouve sur un terrain qui fait partie donc du domaine privé de la commune, ou bien si on est sur une dépendance de la voirie, si on est par exemple sur la route, dans ce cas, c'est plus le tribunal administratif qui est compétent, c'est le tribunal judiciaire. Donc effectivement, dans ce cadre-là, ce n'est pas le juge administratif qui est compétent, mais le juge judiciaire, et donc on saisit le président du tribunal judiciaire pour ordonner l'expulsion. Donc ça, on est dans le cadre, donc, tout d'abord d'une commune ou d'un EPCI qui respecte donc le schéma départemental. Donc, on peut utiliser donc la voie de l'expulsion administrative en passant par les pouvoirs donc, du préfet de mise en demeure et de faire évacuer donc, les gens du voyage. Si on est dans le cadre d'une commune ou d'un EPCI qui ne respecte pas donc, le schéma départemental, dans ce cadre, donc s'il y a une occupation donc, illicite d'un terrain par des gens du voyage qui arrivent avec leur caravane, leur véhicule. Dans ce cadre, donc, soit on est sur un terrain qui fait partie du domaine public de la commune, soit on est sur un terrain qui fait partie du domaine privé ou de la voirie routière. Alors, si on est sur un terrain qui fait partie du domaine public de la commune, par exemple un terrain de sport, donc une salle des fêtes, voilà, donc où il y a effectivement donc un usage avéré public. Dans ce cadre-là, il faut que la commune saisisse le juge administratif en référé par le biais d'une simple requête sur le fondement de l'article L521.3 du Code de justice administrative. C'est ce qu'on appelle le référé mesure utile.
qui permet donc au juge administratif saisi par la commune d'ordonner l'expulsion. Pour pouvoir ordonner l'expulsion, le juge administratif doit constater tout d'abord qu'il y a urgence à expulser les gens du voyage, qu'ensuite qu'il n'y a pas de contestation sérieuse qui puisse être opposée par les gens du voyage à leur installation. Dans ce cas-là, si le juge administratif estime qu'il y a des preuves de l'installation illicite, qu'il y a donc des risques de dégradation, qu'il y a des dégradations, qu'il y a des risques de troubles à l'ordre public et qu'il n'y a pas de contestation sérieuse concernant cette installation illicite, eh bien, dans ce cadre-là, donc le juge administratif ordonne l'expulsion des gens du voyage et rend donc une ordonnance de référé qui sera exécutoire. Si on est sur le domaine privé de la commune, c'est-à-dire un terrain qui appartient à la commune mais qui n'est pas affecté à un service public, à un usage public, ou bien si on est sur la voirie routière, dans ce cadre-là, donc le maire de la commune doit saisir le président du tribunal judiciaire sur simple requête. Contrairement donc au juge administratif, il n'y a pas d'audience. Devant le juge administratif, je vous l'ai pas dit, en fait, il y a une audience à chaque fois, c'est obligatoire. Et ce qui fait que la procédure devant le juge administratif est quand même plus longue et plus complexe que celle devant le tribunal judiciaire, puisque devant le juge administratif, à chaque fois, lorsqu'on saisit le juge administratif pour une expulsion sur le domaine public, il faut qu'il y ait une audience, c'est obligatoire en matière de procédure administrative. Quand on est donc sur le domaine privé de la commune, ou bien sur la route, si les gens de voyage sont installés donc sur la voirie routière, dans ce cadre-là, donc moi, par exemple, en tant qu'avocat d'une commune ou d'une communauté de communes, donc je fais une simple requête adressée donc au président du tribunal judiciaire, qui moi-même je prépare l'ordonnance aux fins d'expulsion que le président du tribunal judiciaire n'a plus qu'à signer et à dater, bien sûr s'il est d'accord avec les termes de ma requête. Et dans ce cadre-là, le président du tribunal judiciaire rend une ordonnance, là aussi exécutoire, qui ordonne l'expulsion des gens du voyage qui se sont installés de manière illégale sur la route ou bien sur le domaine privé de la commune. Voilà, donc soit on est devant le juge administratif, on a une ordonnance de référé qui a été rendue après un débat devant le juge des référés, soit on obtient par le président du tribunal judiciaire une ordonnance sur requête, et cette ordonnance sur requête ou l'ordonnance de référé, on la transmet par la suite donc à un huissier de justice, comme Maître Cavalier, qui pourra nous en parler tout à l'heure, qui donc aura pour charge donc, de signifier l'ordonnance du président du tribunal judiciaire ou bien l'ordonnance du juge des référés administratifs, donc aux occupants du terrain. Et par la suite, donc, si les gens du voyage donc, ne veulent pas quitter les lieux, dans ce cas, il faut faire appel à la force publique. Parce que l'huissier, donc, pour pouvoir expulser manu militari, donc, a besoin de la force publique. Pour pouvoir évacuer manu militari, donc avec les gendarmes ou la police, il faut que le préfet donne son autorisation. C'est ce qu'on appelle donc l'autorisation du préfet pour le concours de la force publique. Et dans les dossiers d'expulsion des gens du voyage, c'est là aussi quelque chose de très problématique, puisqu'effectivement, le préfet, souvent, a du mal à donner le concours de la force publique. On pourra en parler tout à l'heure dans le cadre de la discussion, ayant peut-être, en raison du nombre de véhicules installés, parce que pour évacuer tout ce monde, il faudrait des grues, des tracteurs, je ne sais pas, c'est un peu compliqué. Et surtout, peut-être à peur aussi de risques de troubles à l'ordre public en cas d'évacuation, en cas
qui aurait peut-être peur de violence, etc., donc de manifestations. Voilà. Donc c'est toujours un peu compliqué pour le préfet de donner le concours de la force publique. Mais sur une commune donc, de la région de Naï, donc au mois d'août, on a eu ce cas-là où effectivement donc, les gens du voyage se sont installés sur le terrain de rugby. J'ai obtenu donc une ordonnance aux fins d'expulsion par le président du tribunal. Je l'ai transmise donc à mon huissier de justice qui a demandé le concours de la force publique. J'ai moi-même essayé d'appeler à la préfecture pour obtenir le concours de la force publique. Madame le maire aussi a essayé et on ne l'a pas obtenu, ce qui fait que les gens du voyage sont partis, je crois, au bout de plus de 15 jours et sans rien payer, et en détournement de l'électricité, etc. Tout simplement parce qu'on n'a pas eu le concours de la force publique. Voilà. Donc voilà en ce qui concerne les procédures. Et ce qu'il faut faire aussi lorsque des gens du voyage s'installent, c'est immédiatement, vous le savez certainement, donc c'est de mandater un huissier de justice, et Maître Cavalier pourra en parler, donc il constatera la présence illégale des gens du voyage, le nombre de caravanes, le nombre d'engins motorisés qui sont là, les véhicules, qui pourra constater les dégradations qui ont été commises, les effractions qui ont été commises, donc le détournement d'électricité ou d'eau, l'usage des sanitaires, etc. Donc s'il y en a, voilà. Donc tout cela doit aussi être constaté par un huissier de justice avant d'engager la procédure. Je vous en ai parlé tout à l'heure aussi, donc les communes, les EPCI ont des obligations concernant donc la création, l'entretien d'aires d'accueil ou de passage donc, des gens du voyage. Les personnes privées, éventuellement, pourraient faire jouer la responsabilité d'une collectivité qui n'a pas respecté ses obligations en la matière. Si, par exemple, cette personne privée a un terrain qui est occupé de manière illégale par des gens du voyage, qui pourraient dire on s'est mis là tout simplement parce qu'il n'y a pas de place sur les aires d'accueil, elles sont saturées, etc. Vous voyez ? Donc éventuellement, une personne privée pourrait se retourner contre une collectivité pour demander des dommages-intérêts en cas d'occupation illicite de son terrain par des gens du voyage ou en cas de dégradation, par exemple. Ensuite, donc un peu à la marge, c'est pour vous dire aussi que non seulement vous, en tant que maire, donc représentant des communes, vous êtes donc touché par cette problématique des gens du voyage, de leur installation illégale, mais aussi il y a des personnes privées, j'en parlais donc à l'instant, qui sont propriétaires de terrains, qui sont elles aussi donc atteintes par cette problématique et qui voient, par exemple, moi j'ai une personne privée là justement en ce moment du côté de Morlas qui est propriétaire d'un entrepôt avec un grand terrain, et les gens du voyage se sont installés, donc ça fait 2 fois en 2 mois sur son terrain, et là aussi donc j'ai dû faire appel donc au président du tribunal judiciaire qui m'a rendu une ordonnance sur requête aux fins d'expulsion de leur caravane, une dizaine de caravanes qui se sont installées sur son terrain. Mais là aussi, la problématique après, c'est le concours de la force publique. Moi, on obtient donc une ordonnance d'expulsion, mais ensuite, le problème, c'est l'application de cette mesure d'expulsion, et elle ne peut se faire que s'il y a un concours de la force publique, c'est-à-dire un accord par le préfet pour pouvoir expulser manu militari. Voilà. Donc, rapidement, donc, ce que je voulais dire concernant dans cette problématique des gens du voyage. Voilà, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions si je peux y répondre. Bon.